Bienvenue, imprudent mortel. Aujourd'hui, nous appréhendons la notion de l'habitat des fées. Évidemment, elles ne sont pas là près de nous, trouvables facilement. Elles fuient les grandes agglomérations, ce qui n'a rien de surprenant, et préfèrent la quiétude sauvage, notamment les forêts, les points d'eau comme les fontaines, les lacs ou les cascades, les collines enchantées ou les jardins. Ce n'est pas surprenant si on considère qu'elles descendent en quelque sorte de ces déités qu'on associe à la nature. À Domrémy, Jeanne d'Arc entendait ces voix, disait-on, près d'un arbre qu'on surnommait l'arbre des fées. Certains iront même jusqu'à dire que les voix qu'elle entendait n'étaient pas celles de saints, mais des fées elles-mêmes. On prétend que fut un temps, c'était facile de croiser une belle dame assise sous un arbre ou près d'un point d'eau, mais que ces temps sont révolus. Selon Ismaël Bérindole, dans son traité de féerie, les forêts, fontaines, lacs ou collines sont en fait des lieux de résidence et des frontières invisibles, des portes qui ouvrent sur un autre monde, mais pas là où les fées habitent à proprement parler. On ne pourrait donc plus tomber sur elles par accident. Toutefois, certains lieux évoquent leur présence avec insistance, à commencer par les mégalithes. Tiens donc. Nous autres les avons longtemps associés aux Gaulois, puis aujourd'hui aux gens du néolithique qui, de façon bien plus certaine aujourd'hui, les ont érigés, sans doute pour des raisons religieuses, mais pendant longtemps incapables de s'expliquer ces pierres immenses qui y pensaient sans doute qu'un humain n'avait pas cette force pour les planter eux-mêmes. Les anciens, plutôt que de pencher pour l'hypothèse des extraterrestres comme nous le ferions aujourd'hui, pensaient que c'était là l'œuvre des fées. Précisément de fées dites fileuses, c'était là leur principale activité, et qui plantaient les mégalithes où elles avaient coutume d'habiter, non pas dedans directement, mais plutôt dessous. C'est que sous les mégalithes, il y avait des palais souterrains magnifiques. Et s'il n'y avait pas ça, alors il y avait des trésors, qui pouvaient aussi être cachés par les corrigans, espèce de lutin local. Il existe une tonne de mégalithes dont le nom rappelle celui des fées. On parle du rocher des bonnes dames, par exemple, ou de la roche aux fées. Ce dernier nom était même celui d'une marque de produits laitiers qui fut rachetée et donc rebaptisée dans les années 1980. Mais peut-être certains parmi vous s'en souviennent encore. Ces roches, donc, avaient souvent aussi la réputation de rendre la fertilité, par exemple. Certaines femmes qui n'avaient pas d'enfants s'asseyaient et glissaient de tout leur long sur les menhirs, pensant que les fées leur rendraient la fertilité. Est-ce bien besoin d'expliquer que c'est souvent la résurgence d'une croyance païenne bien antérieure? Et si ce n'est pas ça, alors les lieux étaient consacrés à la Sainte Vierge, comme certains chênes, ou encore Notre-Dame de l'Estérel. C'est ainsi qu'on a baptisé un lieu dans le mas de l'Estérel en Provence. À l'origine, on disait que c'était la fée Estérel qui habitait là-bas. C'est certain que le bruit, l'agitation et la modernité en général font fuir les espèces surnaturelles. Mais en plus, c'est comme la cueillette aux champignons, mieux vaut connaître les lieux de prédilection si vous voulez pas faire chou blanc. Ainsi, une information étonnante veut que les fées en France ne vivent qu'en Bretagne. Pourquoi? Parce que tout le reste du pays serait peuplé de lutins, très commun en France à ce qu'on dit. Or, les fées et les lutins seraient en concurrence. Ne s'aimant pas, ils préfèrent s'éviter. En Grande-Bretagne, ce serait exactement le contraire. Il y aurait des fées dans toute la Grande-Bretagne, sauf en Cornouailles, parce qu'il y vit une espèce locale de lutins, appelée les Pixies. Mais je n'y crois pas trop, puisqu'on signale la présence d'une ou de plusieurs fées dans toutes les régions de France, en fait.
Malgré cela aussi, vous devez le savoir, certaines forêts ont la réputation d'être un lieu de présence malgré tout, comme la forêt de Brocéliande. Le Val-sans Retour aurait été un lieu créé par la fée Morgane. Il y a aussi la fontaine de Barenton. On disait, vous pouvez rencontrer une fée vivant aux abords de celle-ci. Pour ce qui est des forêts, Dryades et Hamadryades vivent forcément là, parce que les Hamadryades en particulier sont les esprits des arbres. Elles vivent attachées à celui-ci. Si jamais on abat un arbre, on tue la Hamadryade qui vit dedans. La Dryade, par contre, peut changer de maison et survivre à son arbre. Mais elle vit dedans aussi. Les chênes en particulier avaient la réputation d'être des arbres à fées. Un chêne, dit l'arbre de la Vierge, garda cette réputation même après être consacré à la Vierge Marie. Les gens y plantaient des ex-voto pour demander la guérison. Mais au début du XXe siècle, il fut abattu par le service des eaux et forêts. Il paraît que les vieilles personnes disaient « c'est une mauvaise idée, ça portera malheur ». Et devinez quoi? C'est exactement ce qui serait arrivé. Des calamités, notamment liées au climat et aux mauvaises récoltes, se seraient succédées. Il s'agissait des chênes bénis de la Cuse, abattus en 1832. Depuis, il n'y aurait plus d'aussi abondante moisson ni d'aussi belle vendange qu'auparavant. Les fielleuses, qui elles avaient la réputation d'avoir érigé les mégalithes, avaient aussi celle d'être évidemment fabuleusement fortes. Parfois on disait qu'elles pouvaient en quelque sorte tricoter elles-mêmes le mégalithe, tout simplement le transporter, ou alors tout simplement semer un petit caillou qui aurait grandi exactement comme une plante. Pourquoi faisaient-elles cela? Les opinions divergent. Les uns disent juste comme ça parce qu'elles avaient besoin d'ombre au moment de faire un pique-nique. D'autres disent parce que c'est le sommet de leur maison. D'autres encore pour signaler les lieux où elles avaient l'habitude de filer et faire venir ainsi des apprentis. Quant aux fontaines et aux sources, eh bien c'est à cause de la réputation des fées non seulement d'adorer l'eau et de prendre des bains, mais aussi de ne pas être apparemment équipées en salle de bain chez elles. Admettons. Et qu'il aurait été jadis facile d'apercevoir l'une d'entre elles prenant un bain dans un ruisseau ou une fontaine. Il y avait même une expression qui disait « nue comme une fée sortant de l'eau ». Enfin, elles auraient eu la capacité de créer des sources ou des fontaines simplement en frappant le sol d'une baguette magique. Par exemple, serait-elle là l'origine de la source de Condé-sur-Noireau. Et tout cela, pour rien, mais juste parce qu'elles avaient soif, par exemple. Il arrivait aussi, comme les forêts, que les fontaines soient quelque sorte la porte d'un monde parallèle, le monde menant chez elles. Mais à quoi ressemblait-il leur véritable monde quand ce n'était pas un palais souterrain ni un palais sous l'eau pour certaines fées ou même certaines créatures malveillantes, comme le drac, ou la fée Viviane et son château au fond du lac de Compère? Eh bien, si ce n'était pas ça, elle vivait dans des royaumes parallèles aux nôtres. Parfois accessibles sous des tertres, mais cela c'était plutôt du ressort des elfes. Et si ce n'était pas ça donc, eh bien sans doute certains royaumes qui étaient réputés être sur des îles enchantées, peut-être que certains noms vous disent quelque chose, comme Avalon ou Tir Nanog. Avalon qui est censé être la terre de la fée Morgane et où mourut son demi-frère, le roi Arthur. Là-bas, on disait que tout le monde vivait heureux d'une jeunesse éternelle, que les pommes d'or y poussaient, et qu'en fait c'était accessible par bateau. C'est juste qu'évidemment tout le monde n'y parvenait pas. Il y eut des hypothèses quand on rapporta les premières descriptions du continent américain, qu'il s'agissait peut-être d'Avalon, car on l'avait toujours situé du côté où le soleil se couche. La légende du roi Bran, pour cela, est un exemple très célèbre d'Avalon. Ce roi, dit-on, qui régnait sur l'Irlande durant le haut Moyen-Âge, et un jour entrait à sa cour une dame qui chanta des chansons magnifiques. Tout le monde fut ravi de l'entendre,
Mais quand on demanda son nom, la belle inconnue décampa rapidement. Elle ne laissa derrière elle qu'une branche de cerisier, tenez-vous, en argent, avec des fleurs en diamant. On supposa que c'était une branche qui venait de chez elle et un tel prodige n'était possible que dans un royaume féerique. Autrement dit, la belle était une fée. C'est pour ça qu'on recommanda au roi Bran de l'oublier. Mais pour lui, c'était impossible. Il voulait absolument la retrouver, étant amoureux de la dite fée. Finalement, il monta toute une expédition. Il fit équiper un bateau qui quitta l'Irlande et mit les voiles vers l'ouest. Il eut assez de chance, bien qu'il eut problème avec des îles, dit-on, ensorcelées qu'il aurait croisées, pour aborder finalement Avalon. Une fois à terre, il retrouva la fée. Et là, ses compagnons et lui passèrent 3 années plutôt heureuses. Mais parmi les hommes, beaucoup d'entre eux, leur famille leur manquait, et ils voulaient repartir et revoir l'Irlande. La fée dit que c'était possible, mais à une condition. Il fallait que tout l'équipage se fasse asperger d'eau bénite avant de descendre et mettre pied à terre. Oui, toujours ce côté un peu démoniaque qu'on prêtait aux fées. Bran promit, le bateau repartit et atteint les rives de l'Irlande. Juste, il y avait une petite bizarrerie. Une fois au port, les occupants du bateau ne reconnurent absolument pas la ville, qui était très différente de celle qu'ils avaient laissée. Un marin plus impatient que les autres sauta à terre, parce que tant il désirait revoir sa famille, le jeune homme avait oublié la recommandation de l'eau bénite. Il se désintégra immédiatement en poussière, à l'horreur générale. On envoya quérir un prêtre. Ce dernier arrosa d'eau bénite Bran et ses compagnons à mesure qu'ils descendaient à terre. Puis en discutant avec tous ces gens, ils comprirent enfin. Pour eux, ça ne faisait que 3 ans, mais pour les habitants de ce port, cela faisait plus de 3 siècles que Bran était parti. Il était même devenu une légende et on était persuadé qu'il avait fait naufrage. Plus jamais, ses compagnons et lui ne reverraient leur famille et leurs amis. C'était trop tard. Alors que faire ? Pas grand-chose, sinon d'à nouveau mettre les voiles et repartir vers Avalon, d'où, dit-on, Bran et ses compagnons ne sont finalement plus jamais revenus. À quoi bon d'ailleurs ? Il est bon de signaler, comme dans cette histoire, qu'il y a toujours un décalage de temps entre le monde féerique et le monde humain. Généralement, c'est plus lent, c'est-à-dire si vous passez 3 jours là-bas, ça fera 3 mois chez les humains, voire 3 ans. C'est embêtant. Il y a d'innombrables témoignages de personnes qui rentrent chez elles et qui n'en connaissent plus rien. Il aurait mieux valu rester là-bas, c'est la morale de l'histoire. Les kidnappés des fées, comme les enfants qu'elles remplacent par des changelins, finissent, dit-on aussi, par se retrouver dans ce fameux royaume. Comment est-il ? On ne sait pas vraiment, sinon sans doute que c'est une terre riante, un peu comme à Avalon, généralement dirigée par un roi et une reine. Le conte de Thomas le Rimeur met en scène un roi et une reine dont les noms ne sont pas connus. Thomas le Rimeur, ou le poète, dit-on, rencontra un jour une fée ravissante dans une forêt. Celle-ci le prit de l'accompagner et il lui fit faire un assez long périple, au bout duquel, après s'être enfoncé dans la forêt pendant plusieurs jours, Thomas et la reine arrivèrent au royaume. Thomas y passa quelques jours particulièrement heureux, mais voulut retourner chez lui. La fée décida de lui faire un don, mais jusqu'ici rien d'anormal. Et vous savez, des fois, les dons des fées ne se reprennent pas, ils sont parfois ambigus. La société des fées a parfois des, comment dirions-nous, critères qui ne ressemblent pas aux nôtres. Et ça explique la superstition et le fait qu'on craignait les fées. On se disait, on ne sait jamais à quoi elles pensent. Que vont-elles faire ? Chez nous, arracher les ailes d'une mouche, bon, ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Alors que chez les fées, c'est un crime terrible. Par exemple, une fée qui accomplirait des choses trop méchantes se verrait bannir par sa reine et elle deviendra ce qu'on appelle une fée déchue. Une fée particulièrement terrible de une Sally. Si elle épouse un homme, dit-on d'ailleurs, celui-ci ne passera pas la nuit. Une autre moralité, disons, très différente de la nôtre, comme elle est faite, serait qu'elle valorise la
franchise et la vérité. Bon, dans l'absolu, c'est bien. Mais avouez que chez les hommes, c'est utile de savoir mentir ne serait-ce qu'un peu. Or, la fée décida de douer Thomas le rimeur en lui donnant la capacité d'avoir une langue qui ne dirait jamais que la vérité. Ce dernier, terrifié, sembla essayer de lui expliquer. Voyons, on ne peut pas dire tout le temps la vérité chez les humains, c'est impossible. Et pour cause. Cela vous rend impossible à vivre en société. Vous dites tout haut des choses qui font de la peine aux gens, même si elles sont vraies. Si l'on est trop franc et trop honnête, on peut froisser autrui en disant que ce qu'ils ont fait est mal ou qu'ils sont laids ou ce genre de choses. Encore une fois, même si c'est vrai. Et puis, on n'a plus d'amis, car plus personne n'ose vous confier de secrets. Mais voilà, même pour qu'il soit de plus élémentaire politesse, elle a fait expliquer à Thomas qu'elle ne pouvait plus lui retirer son don, comme vous le savez. Langue qui ne pouvait dire de mensonge, il aurait toujours. Le pauvre Thomas le poète rentra chez lui, ne sachant trop comment. D'abord, se dépêtrer de ce don, mais l'idée lui vint au bout de quelque temps. Il évita de raconter les vérités passées pour ne pas embarrasser tout le monde, ainsi que les vérités présentes, qui avaient de quoi le faire passer pour un butor. Mais il avait remarqué un effet secondaire tout à fait surprenant à son don. Il pouvait parler des vérités futures. Chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur le futur, Thomas devait dire la vérité, il était donc absolument exact, chaque fois qu'on lui demandait un présage. Et voilà comment Thomas le poète devint True Thomas, Thomas le véridique, et une sorte de prophète. De toute la Grande-Bretagne, on venait de très loin pour lui poser des questions sur l'avenir, car il ne se trompait jamais. Et cela était utile à tous ceux qui le consultaient. Que les prédictions soient bonnes, car ainsi elles rendaient l'espoir à ceux qui traversaient une passe difficile, ou mauvaises, car dans ce cas, cela permettait de se préparer à l'adversité. La reine de cette histoire, comme je vous l'ai dit, est anonyme. Mais en général, on est d'accord quant au fait que ceux qui règnent sur le royaume des fées sont Oberon et Titania. Je les ai déjà un peu évoqués. Titania a fini par remplacer Mab, qui fut pendant longtemps la reine des fées, en tout cas selon Shakespeare, qui en parle dans Roméo et Juliette. Quant à Oberon, il était présent dans la chanson de geste de Huon de Bordeaux, après avoir été maudit par une de ses fées marraines. Mais il est aussi présent en tant qu'époux de Titania, par exemple dans la pièce Le songe d'une nuit d'été. Et ce royaume donc, comme je dis, pouvait emmener des kidnappés, parfois des adultes qui avaient osé parler d'elle alors qu'elle ne le souhaitait pas, ou des petits-enfants à qui elle voulait éviter de vivre dans ce monde souvent si cruel. Pour repousser les fées, on utilisait le fer qu'elles ne supporteraient pas, mais aussi le pain, le sel, les bruits très forts, ou l'eau bénite. Oui, toujours l'eau bénite. Mais ça ne marchait pas toujours. Même si on évitait par exemple de porter du vert, parce que c'est la couleur des fées, elles pourraient se vexer si on la portait. Et sachez aussi que le vendredi, c'était leur jour. Comme le mois de mai et leur mois. Et c'est toujours pour cette raison qu'on évitait de se marier en mai. Il existait quand même une occasion dans laquelle les fées s'aventuraient dans les villes et prouvaient le bon cœur des gens. Évidemment, celles qui faisaient ça étaient toutes des célibes. Il y avait par exemple les Buena Meja espagnols. Ils demandaient, sous l'aspect d'une mendiante, si quelqu'un pouvait leur venir en aide d'une quelconque manière. Il s'agissait notamment d'accepter de leur donner à manger. Si la personne acceptait, alors elle était remerciée au centuple. Comme cette Buena Mija, qui, dit-on, rencontra un jour un jeune garçon espagnol du nom d'Ignacio, très pauvre, il n'avait qu'un quignon de pain en poche. Mais une vieille dame tout en haillons qu'il rencontra l'incita à lui donner la moitié de son quignon, ce qu'il fit. Elle le remercia en lui tendant un pot de confiture. Peu étonné, Ignacio rentra chez lui, sachant que sa mère était malade, couchée depuis plusieurs jours, et n'arrivait plus à tisser des rubans, c'était son métier. Elle commença à manger de ma tartine de confiture et se sentit aussitôt mieux, comme si cela avait un effet
panacée sur elle et soupçonna que la vieille femme devait être une buena meja. Alors elle essaya de se remettre au travail, ouvrit son tiroir et en sortit des mètres et des mètres de ruban à sa grande stupéfaction. L'enfant et sa mère remarquèrent aussi que le niveau de la confiture ne baissait jamais dans le pot. Ils eurent l'idée d'acheter une boutique et de revendre les mètres du petit ruban et la confiture du pot, qui ni l'un ni l'autre jamais ne s'épuisait. Il existe même, si curieux que ça puisse paraître, certaines fées du foyer. Il y a celles qui passaient une fois dans l'an, comme les bonnes dames de Noël dont j'ai parlé. Mais d'autres aussi pouvaient s'aventurer. À mon avis, ne les cherchez pas. Dans un pavillon moderne, dans un studio, mais dans les très vieilles maisons peut-être. Certaines avaient des fonctions semblables à celles de nos croque-mitaines. C'est leur présence, en fait, qui empêchait les enfants de tomber dans les puits ou de chuter d'un arbre où ils seraient allés grimper, par peur du lutin ou de la fée qui le guettait là, selon les nourrices du temps jadis. Parmi elles, on trouve certains croque-mitaines comme les Boogie Beasts, ou bien même le marchand de sable, qui serait un fée selon certaines légendes. Certains ont même assimilé Freddy, oui, celui de la saga des films, Cauchemar sur Elm Street, à un Boogie Beast. En est-il un? Je vous laisse y réfléchir. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, si vous voulez me soutenir, envoyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en état de lumière. Au revoir, à Prudent Mortel.